Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode qui va conclure ma série sur la Floride où je vous ai parlé des géants américains avec les complexes de Walt Disney World et d'Universal Studios en termes de parcs d'attractions, et on va pouvoir dans cet épisode conclure et répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et apporter quelques éléments supplémentaires que j'avais envie de dire. Alors on va répondre tout de suite à la question qu'on m'a le plus posée dans tous les coins, dans tous les sens et dans toutes les formes. Combien t'a coûté ce voyage qui, je le rappelle, a duré 2 semaines. 2000 €, voilà, notez-le, mettez-le dans un coin, faites une capture d'écran, d'ailleurs tiens, ça sera le titre de cette vidéo, comme ça au moins, ça sera clair, ça sera officiel, ce voyage m'a coûté 2000 €. Mais là où vous allez peut-être vouloir me tuer, c'est que dans ces 2000 €, il n'y a pas l'entrée des parcs Disney qui est inclus, puisque nous étions en compagnie de charmants cast members qui nous ont fait entrer gratuitement dans les parcs Disney. Je sais pas si vous le savez, mais même Monsieur Walt Disney en personne avait tellement de gens qui venaient lui demander des entrées gratuites à Disney qu'ils en ont même fait un sketch à la télé. Wow. I was just thinking. Now, see, my wife, Mary, she's not on my show, but she's never been to Disneyland. And I was just thinking. Mais rassurez-vous, ça veut pas dire que vous aussi vous allez devoir dépenser 2000 € pour faire un voyage comme ça. Tout va dépendre de comment vous organisez votre voyage, avec qui, dans quelles conditions, etc. Et c'est là que ça m'amène du coup à la deuxième question qu'on m'a le plus posée, qui est: comment organiser un voyage comme ça, quels sont les bons plans, où aller, quoi savoir, etc. Et là, malheureusement, je vais pas pouvoir vous répondre puisque ce n'est ni mon métier ni mes compétences. Et moi, lorsque je fais un voyage comme ça, en général, je me laisse guider par des gens qui s'y connaissent déjà. Et comme ça, j'ai pas à réfléchir. Donc, ce que je vous conseille, c'est de plutôt aller vous orienter vers des personnes qui sont vraiment spécialisées dans ça et qui aiment faire ça. Comme par exemple Hello Disneyland ou Hello Maureen, qui sera, je pense, très bien vous conseiller pour organiser un voyage à Walt Disney World. On avait commencé une fois à réfléchir avec Benjamin Moreau à créer une sorte de site internet qui serait payant et qui proposerait aux gens un véritable package sur mesure pour aller visiter des parcs d'attractions avec toutes les informations qu'il y a et qui serait vraiment adapté à leur personnalité, c'est-à-dire que les gens qui sont fans de sensations fortes n'auraient pas les mêmes informations que des gens qui veulent tout savoir sur les dark rides ou les spectacles, ou même les gens qui veulent en savoir plus sur l'histoire du parc en lui-même plutôt que ceux qui s'en foutent. Bref, on voulait vraiment, on avait pensé à faire un truc sur mesure, mais déjà on ne sait pas si les gens seraient prêts à payer pour ça, s'il y aurait vraiment des gens intéressés, et aussi ça représente une grosse quantité de travail dans lequel on n'a pas envie de se lancer pour l'instant, donc pour l'instant c'est pas d'actualité. On m'a aussi demandé s'il y avait beaucoup d'attentes dans les parcs américains et quelle était l'affluence de manière générale, et là c'est pareil, ça va énormément dépendre de quand est-ce que vous y allez, et personnellement je connais pas les meilleures périodes. Moi c'était en septembre jusque début octobre, et franchement ça allait, j'ai pas le souvenir qu'il y ait une file d'attente particulièrement horrible. Et pareil, il faudra vous renseigner sur des sites qui, eux, sont vraiment spécialisés pour ça. Je me souviens juste que c'était plutôt à Universal Studios qu'il y avait les pires files d'attente, les moins agréables. Et en particulier, il me semble que j'ai encore des rushs d'une vidéo où je filme la totalité de la file d'attente pour la nouvelle attraction Harry Potter. Et c'était absolument gigantesque. Heureusement qu'on n'a pas fait tout ça. Regardez le temps d'attente qui est prévu pour cette attraction. Et donc là on vient de voir ça, mais il y a aussi l'extérieur, juste ici. On est là-bas aussi. Et on est encore là. Il y a Mademoiselle Ravenswood qui me demande un avis plus détaillé sur Haunted Mansion et ce que j'en ai pensé par rapport à Phantom Manor. Et c'est vrai que j'avais reçu pas mal de commentaires de gens qui s'étonnaient de voir que je ne m'étais pas attardé plus que ça sur Haunted Mansion. Et bah écoutez, c'est juste que voilà, j'avais pas spécialement grand chose à dire. C'est une attraction qui est vraiment très bien, que j'ai adoré, je l'ai fait en boucle pendant une après-midi, une soirée entière. Je n'ai fait que ça pour essayer de limite en avoir marre, pour pas le regretter au moment de partir. Et bah je l'ai enchaîné en boucle. En plus au moment d'Halloween, c'était extraordinaire. Et si vous voulez, elle est très différente de Phantom Manor tout en gardant des scènes emblématiques, mais disons que de manière générale, Haunted Mansion a quelque chose de beaucoup plus comique et burlesque, tandis que Phantom Manor, lui, est vraiment dans la poésie, dans l'orchestral, dans le cinématographique. Donc c'est vraiment deux attractions assez différentes en termes de direction artistique, quoi, tout simplement. Il y a quelqu'un qui me demande si je trouve que les Américains sont hautains, ou en tout cas plus que les Français.
Et moi, avant d'aller en Amérique, je dirais que j'avais une vision des Américains de manière très comme western, c'est-à-dire que tout le monde est prêt à s'entretuer, à se marcher dessus pour devenir le plus beau, la plus belle et atteindre le rêve américain, très individualiste. Et en fait, j'ai été hyper surpris de voir que les Américains sont à l'opposé de ça, ils sont ultra sympas, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire en tant que touriste dans les parcs à thème, les gens étaient super sympas, ils te laissent passer, ils sont polis, le simple fait de les effleurer avec l'épaule, ils disent pardon, excuse me, désolé, parce qu'ils ont l'impression qu'ils t'ont bousculé alors que pas du tout. Et écoute, moi j'en garde un très beau souvenir, rien que le fait de conduire sur des routes américaines, dès que je mettais mon clignotant, derrière moi ça s'écartait ou ça me faisait des appels de phare pour me dire de me laisser passer, mais à chaque fois. Donc le retour à Paris a été un petit peu violent. D'ailleurs, tant qu'on parle de cette différence avec les Français, justement, il y a un truc qui était complètement dingue, c'était les agents de sécurité à Walt Disney World. Ils sont presque plus sympathiques que les cast members à l'intérieur du parc. Quand tu arrives devant les agents de sécurité, ils te disent « Hey, mais salut, comment allez-vous? Vous venez d'où? Vous venez de quel pays? Oh, mais c'est formidable, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Écoutez, vous mettez votre sac dans la machine là, juste pour qu'on puisse regarder, et voilà. » Et ils te tapent la discute, et ils sont super drôles, et ils peuvent même te mettre un petit badge avec écrit « Sécurité Junior », c'est ce qui était arrivé à Benjamin. Donc c'était super drôle, et ils sont vraiment sympas. Et moi, je suis même tombé plusieurs fois sur des gens qui parlaient français, et quand ils me demandent d'où je viens et que je dis de France et de Paris, ils se mettent à parler français avec moi et tapent la discute. Donc autant vous dire que le contraste avec la sécurité de Disneyland Paris était violent. Alors il y a Jarod qui me demande mon ressenti sur le ride des Simpsons. Et ça c'est une bonne question Jarod, parce que j'avais fait exprès de ne pas parler de ce ride dans ma vidéo d'Universal, alors que pourtant c'est une attraction emblématique et extrêmement appréciée par les gens, et j'ai vu effectivement quelques commentaires qui disaient mais c'est bizarre, il a pas parlé du gros ride des Simpsons. Et en fait c'est tout simplement parce que pourrais-tu nous parler un petit peu de ton hôtel? Et effectivement, c'est un très bon point à aborder parce que j'étais dans un hôtel Disney, j'étais dans un des hôtels les moins chers, donc assez bas de gamme, c'était le All Stars Music, je crois. Et donc il y avait quand même une belle piscine en plein milieu de toutes les chambres, enfin en plein milieu de l'ensemble du complexe. Et voilà, les chambres étaient très basiques, mais bon, il y avait quand même voilà l'ambiance Disney, l'arrivée, l'accueil que vous connaissez, hein, mais peut-être même encore plus décuplé vu qu'on est en Amérique. Et surtout, ce qui fait vraiment toute la chose, c'est l'expérience des transports. Parce que lorsque tu es en hôtel Disney, tu n'as qu'à sortir de ta chambre et te pointer dehors à l'entrée de l'hôtel, tu as qu'à attendre le bus avec le nom de ton parc et tu rentres dedans et pas besoin de payer, t'as pas besoin de penser avoir un ticket ni quoi que ce soit, c'est gratuit, tu rentres dedans et puis il t'emmène devant le parc, mais vraiment pile devant, et c'est hyper agréable. Donc c'est vraiment de pouvoir voyager, étant donné que Walt Disney World est vraiment très très grand et qu'il y a beaucoup de parcs et beaucoup d'hôtels différents, je pense que là c'est vraiment important d'avoir une facilité de transport qui est vraiment optimisée, où tu peux juste prendre n'importe quel bus à n'importe quel moment et puis il t'emmène soit dans ton parc, soit dans ton hôtel, et franchement, je pense que c'est top. À mon avis, en voiture, ça aurait été beaucoup plus galère. Et du coup, bah oui, effectivement, je suis hyper content de mon expérience Disney. D'ailleurs, par rapport aux hôtels, il y avait un truc assez cool, c'est que tu pouvais acheter une cup en plastique rechargeable avec du soda à l'infini. Et alors attendez, je crois que on avait, par exemple, dans le parc Universal, donc c'est qu'une cup en plastique qui coûte dans les $13, il me semble, et une fois que tu l'as acheté, tout le reste de la journée, vu qu'il y a une puce en dessous, tu peux la mettre à des machines soda et la recharger à volonté toutes les 5 ou 10 minutes, et puis boire du soda à l'infini, hein. L'Amérique, toi-même tu sais. Et si jamais tu reviens le lendemain dans le parc Universal, l'offre est annulée, mais tu peux la relancer pour seulement $8. Je suis trop en train de vendre le truc. Et du coup, tu te balades dans le parc avec ton truc à soda comme ça, et tu peux le recharger autant de fois que tu veux toute la journée. Et il y avait la même chose dans les hôtels Disney, et c'était valable que dans l'hôtel, ça marche pas dans les parcs, mais ça marchait dans l'hôtel. Et du coup, je me suis surpris à ce que la dernière chose que je fasse le soir avant d'aller dormir, c'était remplir mon gobelet de coca cerise, et la première chose que je faisais le matin avant d'aller dans les parcs de Walt Disney World, c'était d'avoir mon gobelet rempli de coca cerise. Et je me souviens qu'en rentrant en France après ce voyage, je m'étais imposé un truc, c'était je ne touche pas à une seule goutte de coca avant au moins l'année prochaine. On m'a posé quelques questions sur la restauration, mais très sincèrement, je n'ai aucun souvenir de ce qu'on a mangé à Walt Disney World ou à Universal. Je sais qu'à Disney, ils avaient ces énormes cuisses de poulet ou de je sais pas quoi, que les gens ils achetaient directement comme ça pour croquer dedans. Je trouvais ça assez ouf, parce que du coup, si tu la finis pas, il y a un énorme gaspillage, mais bon. C'est une autre culture.
Mais sinon, d'un point de vue restauration, vraiment, j'ai de bien meilleurs souvenirs dans tous les restaurants qu'on a fait en dehors des parcs que les restaurants dans les parcs où vraiment, à part Burger Frites, je me souviens de rien. Ah, le parc aquatique Universal. Et ça, j'avais dit que je voulais en parler, sauf qu'au final, j'ai pas trouvé assez de choses à raconter et je me voyais pas faire toute une vidéo dessus. Mais je voulais quand même vous en dire 2 mots et donc là, c'est l'occasion. Vous savez, lorsqu'on va dans un parc à thème, on passe une journée assez intense et d'autant plus si on y passe plusieurs jours. On se repose pas vraiment quand on fait un parc d'attraction, on marche beaucoup, on attend debout, ce qui est encore plus fatigant, il y a du bruit, il y a du monde, même pour manger, il faut attendre. Bref, c'est très fatigant finalement de faire un parc à thème et on se détend pas quoi. On vit du fun à 100% mais on se détend pas. Alors qu'avoir fait une pause en plein milieu des 2 semaines avec ce parc aquatique et de pouvoir juste se poser sur une bouée et de se laisser aller dans les courants pendant peut-être 1 heure ou aussi longtemps que j'en ai envie, c'était hyper reposant et là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'être en vacances en fait. Et par contre, il y a un truc que j'attendais avec impatience de découvrir dans ce parc aquatique, c'était ces fameux toboggans, vous savez, où il y a la trappe qui s'ouvre et que les gens tombent directement comme ça. Déjà, le stress est présent pendant toute la montée de l'escalier qui est extrêmement longue. Tu te mets dans le toboggan, tu t'inclines vers l'arrière, tu mets tes bras comme ça, comme te le dit l'opérateur, ensuite le sas se referme. Et là, tu fais ce que tu veux, tu fermes les yeux, tu regardes, mais tu sais qu'à un moment donné, ça va lâcher, ça va tomber. Et j'étais très curieux de savoir ce qu'on ressentait. Et la réponse, c'est que pendant les 2 premières secondes, tu vois le toboggan défiler, tu vois le plastique ou le métal aller très très vite devant toi. Et pendant les 10 secondes suivantes, tu vois que de l'eau partout autour de toi. Et t'entends... Et à bout d'un moment, il y a le jour qui arrive et ça y est, t'es en bas, c'est terminé. C'était vraiment impressionnant. Bref, pour résumer, la Floride est effectivement une destination de référence pour tous les grands fans de parcs d'attractions et je vous la conseille fortement. Je suis vraiment ravi d'avoir pu partager cette série de vidéos avec vous, même si ça a été long à faire parce que c'était loin d'être ma priorité, mais j'avais dit que je le ferais et je tenais à le faire bien. Et voilà, cette série de vidéos sur la Floride est officiellement terminée. Wow, plus d'1 an de travail, vous imaginez, entre la réalisation, le montage, l'écriture, le repérage des lieux. Bref, ça a été un gros projet et j'espère que vous aurez appris plein de choses sur les parcs américains. Alors, souvenez-vous, le premier épisode avait commencé ici sur la Rosace de Disneyland Paris, donc symboliquement, c'est ici qu'on va terminer. Et peut-être que si vous aussi, vous sautez à cet endroit précis, vous serez transféré à un autre parc quelque part ailleurs dans le monde. En tout cas, je vous le souhaite. Toujours est-il que je sais très bien ce que vous allez dire. Est-ce que, Johan, tu vas refaire une autre série sur un autre parc d'attractions quelque part dans le monde? Alors déjà, calmez-vous parce que voyager et faire du tourisme en 2020 déjà, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, j'aimerais bien me reposer, voilà, après ces séries, je pense que j'ai le droit à un petit peu de repos. Donc, j'espère qu'on se reverra très vite, je vous dis à bientôt. Et maintenant, clap de fin. Oh putain!